Salut Benoît, Salut Julien, merci à toi d'avoir accepté ma demande d'interview. merci. Écoute, ça me fait très plaisir de participer à ce podcast. Je suis content. Et la première question que je pose, c'est quelle est ta définition de la performance? C'est une bonne question. Écoute, euh, je te répondrai bien sûr avec mon point de vue clinique. Alors, il y a plein de notions de performance, mais la performance de manière assez simple, pour moi, je pense que c'est simplement celle que va se fixer entre autres le patient. Donc, c'est sa performance à lui. Ça peut être de marcher ces 10 km dans la semaine, ou ça peut être bien de réaliser un UTMB en moins de 35 heures, par exemple. Hmm. C'est comme ça que moi je le définis, en tout cas quand je prends en charge mes patients par rapport à leurs objectifs, leurs performances. Et puis, pour compléter, je dirais aussi, de mon point de vue en tant que praticien, c'est arriver à l'objectif de performance et y arriver sans se blesser. Ce serait ça, moi, mon objectif en tant que clinicien, c'est voilà, amener le patient à réaliser son objectif de performance, mais le faire dans les bonnes conditions et en particulier sans se blesser. C'est comme ça que moi, je le définis dans ma vision, ma pratique, en tout Ok, top, top. Est-ce que tu peux nous dire justement d'où tu viens, où c'est que tu as fait tes études? cas. Alors, je viens de Lyon. Moi, je suis né à Lyon, en fait. Et puis, j'ai fait mes études à l'IFMK de Lyon. Donc, ça commence à remonter, hein. C'était 2004 que j'ai été diplômé. C'est vrai que les années passent vite. Ouais. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai fait mon IFMK à Lyon en 2004, enfin terminé plutôt. Et puis ensuite, dans mon parcours, bien, j'ai rapidement repris les études en Hmm. parallèle de la clinique. J'ai toujours fait les deux en même temps. Et j'ai repris en STAPS. Donc là, c'était la passerelle qui existait à l'époque pour essayer d'aller dans la filière recherche. Donc j'ai repris M1, recherche, STAPS, M2, et puis après, j'ai enchaîné sur la thèse. Ok. Et sur quoi ça portait alors cette thèse? Eh bien, en fait, ça a commencé à mon mémoire, hein. J'ai commencé à Hmm. travailler sur le ligament croisé antérieur. Donc, c'était une étude de cas à l'époque, on faisait beaucoup ça. Et puis du coup, ça m'a plu. Et donc, j'ai continué sur ce sujet-là. Donc, j'ai fait mon master là-dessus. Et puis ensuite, la thèse sur, l'idée, c'était en fait de, de voir comment, après la reconstruction et dans la phase de rééducation, eh bien, comment on se comportait lorsqu'on faisait des sauts et puis quels étaient les déficits qui étaient présents. C'était déjà voilà une étude observationnelle plutôt, voir les déficits présents sur les tâches de saut, en particulier sauts verticaux, mais sauts horizontaux également, avec l'analyse biomécanique dans tout ce qui est amplitude articulaire, moment de force, ces choses-là, et voir entre groupe contrôle et puis groupe opéré ou membre inférieur sain, membre inférieur non opéré, eh bien quels étaient les déficits qui étaient présents. Et ça, c'était la première partie. Puis la deuxième partie, c'était plus sur la prévention. C'était déjà comprendre mieux les facteurs qui pouvaient être des facteurs de risque de re-rupture ou de rupture tout court. Parce que la thèse, moi, elle remonte quand même un petit peu, hein. Donc Hmm. c'était une période où les facteurs de risque, les déficits post-reconstruction, tout ça, c'est des choses qu'on connaissait bien sûr, mais on avait encore plein de Hmm. choses à découvrir. Donc voilà, ça a porté sur ces deux thématiques-là principalement. Ouais. Ok. Et au niveau des sauts, justement, qu'est-ce que tu avais remarqué? Et alors, ça fait une grosse question. Et par rapport à maintenant, quand on voit un peu l'avènement des plateformes de force, etc., toi, qu'est-ce que tu avais remarqué à cette époque-là? Et qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à ce qu'on peut remarquer maintenant? Alors, ce qu'on avait vu à l'époque, c'est que bien sûr, on retrouvait des déficits au niveau du genou. Hmm. Ça, c'est des choses qu'on pensait retrouver et effectivement qu'on avait mis en évidence. Que sur des sauts en particulier verticaux, que ça pouvait être compensé par en particulier la hanche, mais aussi la cheville. Hmm. Et voilà, ces notions de changement de stratégie, ça Hmm. c'était assez nouveau à l'époque. On se doutait qu'il y avait des déficits au niveau du genou, mais on savait pas trop comment le patient se débrouillait quand même pour arriver à sauter. Hmm. Ce qu'on a mis en évidence aussi qui était vraiment intéressant, c'était justement quand on commençait à comparer avec des groupes contrôle, on voyait bien aussi que
sur la jambe non opérée, ben, on avait des déficits également. Et ça, c'était un peu nouveau à l'époque. Euh, bien sûr, on parlait tout le temps de symétrie, etc. Et puis là, on se rendait compte qu'en fait, bah, la jambe non opérée, elle était aussi déficitaire. Maintenant, ça paraît assez connu et diffusé. Il y a rien de nouveau là-dedans maintenant, mais à l'époque, c'est vrai que c'était des choses qu'on n'avait pas trop en tête. Donc voilà, donc c'était ça un peu la nouveauté de l'époque. Et puis, bien sûr, bah, quand on voit maintenant ce qu'on est capable de faire dans les analyses, et en particulier, bien sûr, avec les plateformes de force, bah, on peut pousser assez loin les analyses maintenant en pratique clinique. C'est ça qui est vraiment intéressant. Ce qui nous manque encore, c'est que la plateforme de force va nous donner une valeur globale, comment le sujet s'organise de manière globale, mais ces stratégies de réorganisation, et bien ça, on les a pas encore, parce que, et ça va venir, hein, ça va venir avec, quand on aura de la vidéo en plus, à associer à la plateforme de force. Bientôt en clinique, on va être capable d'aller chercher les forces et les amplitudes vraiment de manière plus précise au niveau articulaire. Ça sera le futur, hein. Ça va venir bientôt. Mais voilà, on a fait beaucoup de progrès et ça se transforme en clinique, donc ça, c'est vraiment excellent. C'est énorme. Et ça veut dire que dans le futur, on va être capable de dire justement, mais par exemple, si dans on va dire le meilleur monde possible, on a une baseline sur cet athlète-là, qui se fait le croisé, qui se fait opérer, et qui, on va dire, à 5 mois post-op, ça va bien, etc., que tu le fais sauter, tu pourras très bien comparer sa baseline, où par exemple il était très genou et il sautait X centimètres et tout ça, avec maintenant, ben, on t'a parlé de déconditionnement aussi du côté sain, donc peut-être il a été un peu déconditionné, donc il va aussi sauter moins haut. Aussi bien bipodal comme unipodal, et peut-être que il est un peu stiff sur le genou opéré, et que du coup il va plus compenser avec hanche et pied cheville, et ça ce serait plateforme de force plus caméra. En fait, c'est ce qu'on fait nous en laboratoire. C'est effectivement qu'on associe les caméras, alors c'est les caméras 3D, hein, c'est les caméras Ouais. infrarouges, avec les plateformes de force. Et à partir de là, une fois que tu as les amplitudes, enfin les angles articulaires et la plateforme de force, on est capable d'aller, avec nos modèles, retrouver les forces qui sont développées au niveau articulaire, donc en genou, cheville. Et ça, c'est l'association des deux qui le permet. Donc en clinique, on peut pas encore le faire, mais ça viendra progressivement. Et c'est ce qui permettra justement de dire, ça, on le sait plus par exemple sur les sauts horizontaux, où on voit que la notion de Mm. performance, on peut la récupérer quand même globalement assez Mm. vite. Mais on sait, parce qu'on le voit visuellement, c'est assez flagrant, que l'organisation est très différente. Mm. Euh, et donc le patient va utiliser beaucoup plus sa hanche, par exemple, ou son Mm. triceps sural pour arriver à la même performance, mais avec une stratégie différente et une utilisation du genou qui est beaucoup moins forte. Et ça, autant on peut un peu le voir visuellement, mais quand on arrive avec des déficits un peu plus Mm. fins, Mm. bah là, visuellement, c'est plus possible. Bah là, ces équipements, ils nous permettraient de voir ça et de dire, bah, très bien, en termes de performance, c'est super, Mm. mais en fait, l'organisation est différente. Et est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, aller faire des interventions spécifiques pour essayer de retrouver cette organisation et retrouver surtout l'utilisation du genou. C'est ce qu'on voit, hein, nos athlètes, effectivement, ou nos patients, ils ne se servent plus ou beaucoup moins de leurs genoux qu'avant, ou par rapport à l'autre côté. Et ça, c'est dans un objectif de retour à la performance, et puis même simplement de rééducation, sans aller chercher la symétrie parfaite, parce que Mm. ça n'existe pas non plus. On voit bien qu'il y a des patients qui ont compensé en fait, qui se sont adaptés. Mais à long terme, en termes d'arthrose, de reblessure, on ne sait pas trop ce que ça donne, mais ça nous semble pas optimal en tout cas. Donc voilà, ça on va pouvoir encore plus l'améliorer dans le futur. C'est énorme. Et par rapport à cette baseline, je reprends l'exemple d'un patient qui charge moins son genou avec l'analyse que tu en fais. Et est-ce que tu te dis, et par rapport, ça fait le lien aussi avec ce que tu as fait sur la prévention, est-ce que tu te dis, peut-être il s'est rompu le croisé parce qu'il chargeait trop son genou avant, et du coup, quel intérêt j'ai à le corriger sur son saut où maintenant il utilise beaucoup plus sa hanche et beaucoup plus son pied-cheville, quel intérêt j'ai à le remettre, pas très fort sur le genou, mais à le remettre comme avant? Tu vois, est-ce que c'était pas un facteur de risque avant, et est-ce que j'ai intérêt à recréer ce facteur de risque alors qu'il s'est adapté pour, tu vois?
Ouais, ça c'est une super question. En termes de facteurs de risque, ce genre de notion de il charge trop ou moins son genou. Alors il faut qu'on compare déjà avec l'autre jambe, parce qu'on a tous des stratégies différentes, même si globalement le genou a un certain pourcentage de contribution lors d'un saut Mmh. vertical chez à peu près tout le monde, mais bon, il y a des variabilités inter-individuelles forcément. Donc on compare par rapport à l'autre genou et après on peut comparer par rapport à des groupes simples, enfin des groupes contrôle plutôt. Et pour l'instant, en termes de risque de blessure, on n'arrive pas à mettre en évidence des comportements comme ça juste sur utilisation du genou, par exemple sur un saut vertical. On est incapable de prédire ou dire que ça peut être un facteur de risque ou pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'après la chirurgie ou après la rupture, eh bien, on a une sous-utilisation de notre genou. Et ça, comme tu dis, bah, en soi, le patient, il a retrouvé sa performance, donc en quoi c'est un problème? Il est capable de sauter. Alors, la problématique est que par rapport au risque de reblessure, à vrai dire, on ne sait pas trop. Et on a plein d'études qui nous montrent que ça pourrait ou ça pourrait pas être un risque de reblessure. Et la synthèse globale, c'est qu'on ne sait pas. Par contre, on a de plus en plus d'études qui nous montrent que une des problématiques après rupture du LCA, Mmh. qui est chirurgie ou pas d'ailleurs, c'est l'arthrose précoce. Et D'accord. là, on a des données qui émergent, qui nous montrent que les patients qui sous-chargent leurs genoux, donc qui Mmh. mettent moins de contraintes sur leurs genoux, eh bien, auraient plus de risques de développer de l'arthrose. Ah Et, merde. ça c'est une autre problématique qu'il faut qu'on corrige. Donc, en fait, l'idée, ça serait de rétablir un peu cette symétrie Mmh. avec toutes les limites que ça comporte et de recharger ou que le patient soit capable de recharger son genou dans le sens où, bah, en fait, le cartilage en particulier, eh bien, il va s'adapter aux contraintes qu'on lui met. Et Mmh. si on veut le renforcer, ce cartilage, éviter qu'il dégénère et qu'il Il faut de la développe contrainte. de l'arthrose précoce, eh bien, on aurait plutôt intérêt à faire en sorte que le patient l'utilise plus. C'est ça qui, des fois, C'est est un peu contre-intuitif. On aurait envie de le protéger, ce genou, ouais. et en fait, non, en fait, un cartilage, bah, c'est du tissu vivant, ça répond aux contraintes. Mmh. Et si bien sûr, en respectant ces notions de douleur, etc., hein, bien sûr, ça, oui, mais on a intérêt à venir le mettre en charge, faire en sorte qu'il Allô, allô? l'utilise mieux et que à long terme, bah, ça pourrait être bénéfique en termes de prévention secondaire, en particulier sur l'arthrose. Ça serait ça un peu l'idée. Peut-être plus que par rapport au risque de reblessure, mais voilà, on sait pas encore trop tout ça. C'est ouf. Benoît, tu t'inquiètes pas, il y a eu une coupure à 12h29 jusqu'à peu près 12h40. Donc je ferai Ok, la le cut jonction. et la condition. Et je vais rebondir sur ce que tu disais. Et par rapport justement à cette réorganisation et ce changement de stratégie, on a parlé des deux côtés. Est-ce que des fois tu testes des gens qui ont une certaine stratégie, alors peut-être des gens même sains, qui ont une certaine stratégie de saut d'un côté et une autre stratégie de saut de l'autre côté? Est-ce que ça arrive sur des personnes saines ou alors peut-être avec d'autres pathologies type entorse de cheville ou instabilité chronique de cheville ou quoi? Est-ce que ça existe des patients qui déjà s'organisent différemment d'un côté par rapport à l'autre? Dans l'ensemble, globalement, on est assez symétrique et ça va dépendre aussi des sports qu'on pratique. Hmm, ok. Euh, si justement on fait des sports très asymétriques ou pas. Mais dans l'ensemble, on est assez symétrique. Et après, le assez symétrique, bah, c'est là où est toute la limite. Hmm, C'est que bien sûr, on n'est jamais hmm, symétrique parfaitement sur tous les paramètres. Donc, en fait, on a plein d'asymétries hmm, sur les angles, sur les moments de force, sur plein de choses, sur la hauteur de saut. hmm, Mais dans l'ensemble, on reste dans quelque chose d'assez globalement symétrique. On a des patients, enfin plutôt des sujets sains qui eux ont des asymétries plus importantes hmm, et ça on le voit. Et c'est pas pour ça qu'ils sont blessés non plus. hmm. Donc c'est là où nous en rééducation, c'est là où est toute la difficulté, c'est que généralement, on n'a pas de données baseline, à moins qu'on fait des tests pré-saison, et puis Mmh, généralement, bah, les tests, c'est réservé à juste quelques mmh, personnes, hein, sportifs. On fait pas tous les tests possibles, imaginables, mmh, donc on n'a pas toutes les valeurs non plus. Donc, euh, donc quand on a des tests pré-saison, bah, c'est intéressant parce qu'on peut revenir dessus mmh. et se dire que ça, c'est un peu de notre base. Mais après, c'est la base avant blessure, donc on peut se dire aussi, bah,
c'était pas parfait avant, donc on peut faire mieux, mais comment on fait mieux? Et puis chez les patients plus classiques, ben, on n'a pas de base avant blessure. Donc là, on se tient aux données du membre inférieur contralatéral. On sait que c'est pas parfait. On sait que le membre sain ou non opéré, il peut être affecté aussi par l'arrêt du sport, etc. Donc toutes ces limites-là. Et après, on peut se référer à des groupes contrôle. Et là, pareil, ça nous donne des idées de est-ce que mon patient, ses valeurs, elles correspondent à peu près au groupe contrôle, Mmh, mmh, sachant qu'il y a des variabilités très fortes aussi. Donc, on est obligé de vivre avec ça. C'est mmh, que on essaye de faire au mieux, mais il faut pas rentrer dans l'extrême où on veut retrouver absolument une symétrie qui est mmh, absolument parfaite, des valeurs brutes qui sont absolument correspondantes, qui correspondent exactement à la moyenne d'un groupe mmh, contrôle. C'est là où après, bah, il y a tout un raisonnement clinique mmh. et qui reste quand même un flou qu'il faut accepter Accepté. Mmh. très clairement, quoi. OK. Ah, c'est génial. Et par rapport à l'aspect, prévention, qu'est-ce que toi tu avais, trouvé, dans ton doctorat et qu'est-ce qui, maintenant a évolué et qu'est-ce qui maintenant «marche» entre guillemets en prévention et suivant quel sport et suivant quelle population? Alors, dans mon doctorat, ce qu'on avait évalué, c'était les effets d'un programme d'intervention. Donc, c'est les programmes d'intervention de prévention, ça fait quand même un moment qu'ils existent, ou Mmh, qui se développent. Donc, ma thèse, moi, je l'ai terminée en 2014, je l'ai soutenue en 2014. Donc, à partir de 2010, il y a vraiment beaucoup de programmes de prévention qui ont été mis en place. Nous, ce qu'on avait vu, c'est que on avait vu des modifications biomécaniques après avoir mis en place justement ces programmes de prévention. mmh, On n'avait pas étudié si ces modifications avaient un lien avec ensuite la prévention des blessures. Ça, c'est des mmh, études prospectives qui est mmh. quand même Qui très prennent dur à mettre en place et nous, on mmh n'était mh, pas capable de le faire. Donc, c'était du court terme. Ce qu'on sait actuellement, c'est que ces programmes, globalement dans les sports collectifs, type football en particulier, parce que c'est là où ils sont le plus mis en place, mais aussi basket, hand, ça fonctionne. On a la possibilité de réduire de manière bien sûr très globale sur l'ensemble un peu des équipes qui mettent en place ce type de protocole, le risque de blessure, en particulier le risque de rupture du LCA. Euh, donc ça, on sait que ça fonctionne. C'est des programmes extrêmement simples, c'est des échauffements réalisés 3 fois par semaine, mmh, où les athlètes font bah, du renforcement, mais généralement à poids de corps, du travail de pliométrie, travail de mmh, stabilité, mais vraiment très basique. Et voilà, et ça fonctionne. Ce qu'on voyait, c'est dans ces programmes, il y avait un focus très important sur l'alignement du genou, le fameux valgus dynamique. On essayait de corriger ce valgus dynamique parce que on pensait que c'était un facteur de risque de blessure. Là, actuellement, maintenant qu'il y a eu beaucoup de recherches faites dessus, bah, ce valgus dynamique, on voit bien qu'il n'apparaît plus comme un facteur isolé de rupture du LCA. Donc, ces programmes de prévention, ils fonctionnent. Et on sait également qu'ils fonctionnent euh, mais que ce n'est pas lié à un changement de cette stratégie motrice de valgus dynamique. C'est-à-dire que mmh, vous faites votre programme de prévention, vous pouvez travailler en alignement du genou pendant le programme de prévention, mais lorsque les athlètes vont retourner sur le terrain, mmh. elles auront moins de risque les athlètes auront moins de risque d'avoir une rupture du LCA, mais leur valgus dynamique n'aura pas changé sur le terrain. Et ça, c'est assez intéressant à voir. Donc voilà, en fait, ils fonctionnent ces programmes. On ne sait pas trop pourquoi, Mmh. mais le bénéfice de les mettre en place est déjà super important. Mmh. Et la dernière chose, c'est que l'évolution de ces programmes, de plus en plus, et beaucoup de chercheurs qui poussent là-dessus, en particulier Dustin Grooms, c'est sur le côté cognitif en fait. Intégrer dans ces programmes de prévention un travail aussi de double tâche, de tâches non anticipées pour entraîner le patient enfin le patient, mais plutôt les sportifs à ces tâches-là, qui sont beaucoup plus proches du terrain et qui sont des tâches à risque de blessure. Donc c'est ça l'évolution qui est actuelle. Et, euh, et voilà. Et je pense que bah, du coup les résultats devraient, en termes de prévention, Mmh. s'améliorer également. Mmh. Ah, c'est énorme et pour revenir sur le valgus dynamique,
Donc tu dis que c'est pas un facteur de risque isolé, seul, mais qu'est-ce qui fait enfin qu'est-ce qui fait? Est-ce que du coup c'est valgus dynamique plus double tâche, plus, peut-être, les ischios avec la fatigue ou ça qui ont, une activation avec un délai plus important ou des trucs comme ça? Et c'est tout ça qui fait, entre guillemets, «une rupture du croisé»? Première question. Et deuxième question, par rapport au valgus dynamique, tu vois, on l'a toujours vu comme le, entre guillemets, le cauchemar des kinés, des prépas, tout ça, parce qu'on nous a toujours dit ah oui, oh là là, ce joueur ou cet athlète, tout ça, elle a un valgus dynamique, c'est horrible, etc. Mais du coup, est-ce qu'il faudrait le rééduquer pour qu'elle ne l'ait plus, ou est-ce qu'il faudrait la rééduquer ou la préparer pour qu'elle le contrôle mieux, parce que pour elle, c'est un facteur de performance. Bah, c'est ça, c'est des bons points. Euh, alors, à vrai dire, je me rappelle plus ta première question, mais Pas grave, on fait la deuxième. Allez, petite tête, hein. Mais en fait, déjà, c'est un bon point, c'est que tu parles de elle. Et effectivement, Mm, les athlètes féminines sont plus à risque de blessures, du LCA. Ça, on le sait. Ça dépend un peu des sports, mais globalement, elles sont plus à risque de rupture. Elles sont également, euh, enfin, chez les athlètes féminines, on retrouve plus souvent de valgus dynamique. Et c'est un peu d'où vient le lien entre valgus dynamique et rupture du LCA. Et puis il s'avère en fait que c'est pas exactement le cas. Mais c'est vrai du coup que on parle souvent des athlètes féminines là-dessus. Mais les hommes, bien sûr, ont aussi potentiellement un valgus dynamique et se rupture le LCA également. Là, au niveau du valgus, on peut imaginer, et c'est ça, je me rappelle du coup de ta première question, que ça fait partie du modèle multifactoriel de rupture du LCA. Mais on n'arrive pas à comprendre quel est réellement ce modèle. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte et qu'il faut prendre en compte, mais on n'arrive pas à dire que tel sujet, quand on le voit faire son mouvement de changement de direction, et ben lui, en fonction de sa position du tronc, de son position du pied, du valgus dynamique, etc., est plus à risque. Il y a plein de combinaisons possibles et on n'arrive pas du tout à savoir laquelle est la plus à risque en fonction des individus. Donc malheureusement, on ne sait pas. C'est pour ça que qu'on peut pas déterminer un facteur ou une combinaison précise de facteurs qui seraient les facteurs à risque. La tâche cognitive, quand on fait des analyses vidéo, etc., on voit bien qu'il y a une tâche cognitive en même temps et que les ruptures, elles arrivent. Alors, on parle bien sûr des ruptures sans contact, hein, elles arrivent à ce moment-là. Et donc que la charge cognitive est un facteur de risque. Euh, mais c'est pareil, les charges cognitives, il y en a plein de sortes différentes. Il y a des athlètes qui répondent bien, d'autres moins bien à ces charges cognitives, et du coup, ça fait partie du modèle, mais on ne sait pas encore exactement l'évaluer et du coup déterminer ce facteur de risque. Euh, donc c'est là-dessus où il y a encore de la recherche qui se met en place, bien sûr, et puis on va en savoir de plus en plus. Euh, et pour répondre à la question du valgus dynamique, oui, quand on voit un sportif ou un patient qui a un valgus dynamique, on peut se dire, ouais, mais j'aime pas ça, parce qu'on est habitué à ce qu'il y ait un alignement, mm, 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 etc. Et mm, ça, faut bien voir qu'on a quand même un biais cognitif là-dessus, qu'un valgus dynamique, en fait, il est nécessaire à la pratique. mm, C'est-à-dire que pour faire un changement de direction, et des fois, on a besoin aussi de ces amplitudes-là. Si on a un genou qui est tout le temps aligné, mm, il y a des mouvements qu'on ne sera pas capable de faire. mm, Il faut qu'ils soient en valgus, bien sûr, mais en varus aussi. Enfin voilà, dans tous les sens. mm, Et comme tu le disais, la notion importante, c'est ce contrôle. Et donc, en fait, c'est laisser le patient ou l'athlète dans son schéma moteur, mais par contre, le mettre dans des conditions très variées, de mm, plus en plus contraignantes physiquement et mentalement et cognitivement, et que justement, ce contrôle, il soit capable de le maîtriser, donc maîtriser ces mouvements-là, et que si vous avez par exemple, un alignement du genou qui est, on va dire, correct, enfin aligné sur un changement de direction, et puis vous rajoutez une charge mentale, et là vous voyez que tu vois qu'il y a un valgus dynamique très fort qui se met en place, alors que vous avez juste rajouté une charge mentale cognitive, là on peut se dire, là il le maîtrise plus, et là c'est peut-être à risque. Donc c'est là il faudrait rentraîner l'athlète, pas forcément lui corriger son valgus,
mais réentraîner à ce qu'il maîtrise mieux son mouvement avec des charges cognitives en plus, une tâche physique plus complexe, etc. Voilà comment moi je l'aborde. Et donc, quand mes patients ou des athlètes ont un vague dynamique, ça m'affole pas plus que ça, pas du tout en fait. Et il faut bien se dire que il y a des athlètes ou des patients, on leur changera jamais leur Mmh. stratégie. Mmh Et, mh. et ils sont performants dans cette stratégie-là. Donc voilà, faut juste vérifier qu'effectivement ils la maîtrisent bien et que quand les conditions deviennent plus complexes, plus chaotiques, eh bien que cette maîtrise elle soit toujours présente. Et c'est là hein, qu'on voit que ça pète en fait. Mmh. C'est la Au charge cas où. cognitive est très Mmh. importante, le mouvement est complexe, la vitesse est hyper rapide, et là malheureusement bah, le contrôle est moins bon et là il y a la rupture. Mmh. Mmh. Ah, c'est top. Et après ton doctorat, justement, donc tu es parti au Québec. Tu as travaillé notamment sur l'effet de la douleur sur l'apprentissage moteur. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette douleur? Quel type de douleur c'était et comment tu l'as mesurée? Alors c'est un projet, c'était mon projet de postdoc. Et c'est un peu une parenthèse que j'ai faite par rapport au LCA, parce que là, c'était un travail beaucoup plus fondamental sur effectivement l'effet de la douleur sur l'apprentissage moteur. Euh, En fait, dans le laboratoire où j'étais, ils avaient montré, donc c'est un appareil c'est une attelle de cheville qui Mmh. permet de modifier la façon dont on marche. Donc, il Mmh. va changer le pattern de marche et on va regarder comment justement on s'adapte à ce changement. Donc, à court terme, c'est de l'adaptation motrice. Et puis, quand on refait venir les sujets une semaine après, bah, est-ce qu'ils ont appris? Est-ce qu'ils retrouvent plus rapidement leur stratégie de compensation ou pas? Et ça, c'est l'apprentissage moteur. Et, euh, et donc, ils ont cet attel, ils avaient montré qu'avec de la douleur expérimentale, donc, rapidement, c'était de la crème chauffante, épicée, là, qui fait mal, voir comment les sujets modifiaient leur façon d'apprendre. Et puis après, on voulait le voir bah, sur de la douleur clinique, et là, on s'était intéressé en fait aux personnes patients qui avaient eu une fracture de cheville et qui ont des douleurs persistantes dans beaucoup de cas. Et donc nous, ce qu'on voulait faire, c'était voir chez ces patients-là, donc avec des douleurs chroniques à 1 an post-opération, hein, euh, quand on leur modifiait leur marche, comment ils faisaient pour justement s'adapter et comment ils apprenaient à s'adapter. Et on voyait que bah, la douleur, donc là une douleur clinique, par rapport à un groupe contrôle, eh bien, elle affectait effectivement l'apprentissage moteur. Alors voilà, c'est un peu loin de vraiment l'implication clinique directe que moi j'aime bien faire maintenant. Mais c'était assez intéressant de voir euh, voilà, que la douleur en particulier, bah, quand on fait une tâche, si la tâche elle est réalisée avec de la douleur et Mmh. qu'on essaye de modifier justement le contrôle moteur, par exemple, en tout cas de favoriser l'apprentissage moteur, bah, que ça avait un effet négatif. Et donc ça, c'était des choses à prendre en considération dans nos rééducations, parce que ça n'a pas d'intérêt d'aller, enfin pas d'intérêt, c'est pas que ça n'a pas d'intérêt, mais c'est moins efficace en tout cas de vouloir modifier et de vouloir modifier un mouvement chez un patient Mmh. si, lorsqu'il réalise le mouvement, il y a un peu de douleur. Donc voilà, Mmh. c'était ça on va dire l'implication qui est pas complètement directe, mais qui découle de ce projet-là. Donc ça veut dire en pratique, en théorie, enfin en pratique, mais du coup en théorie, ça veut dire que vaut mieux traiter en premier la douleur et après traiter le contrôle moteur parce que si tu commences à traiter le contrôle moteur et qu'il est encore très douloureux, ben tu sais que ça va être beaucoup plus compliqué que si avant tu as réussi par du TENS, par du froid, par tout ce qu'on peut connaître pour diminuer la douleur, tu sais que tu seras plus efficace au sein même d'une séance peut-être qu'au long cours en traitant d'abord la douleur avant d'aller checker et travailler le contrôle moteur. C'est ça l'idée, exactement. C'est que effectivement, on a intérêt à faire en sorte que déjà que la douleur s'estompe, baisse. Alors si on parle de douleurs autres que justement musculo-squelettiques, hein, plus des douleurs chroniques, etc., qui peuvent être aussi neuro, etc., ben, on aurait tendance à, pourquoi pas, prendre des médications pour calmer la douleur et là, faire un travail moteur pour améliorer le patient et améliorer l'apprentissage moteur. Ce serait exactement ça la Mmh. démarche à suivre. Ok, ah, super. Et après, tu as travaillé aussi justement tu es revenu sur le croisé directement, sur la reprise de la course à pied après reconstruction du LCA.
Et quel intérêt, entre guillemets, ça a, la course à pied post-op pour un LCA? Et est-ce que, je caricature à fond, est-ce que tous les LCA opérés doivent courir? Et même si c'est des patients qui faisaient des sports assez statiques ou qui n'étaient pas sportifs, tu vois, est-ce que ça a un intérêt de faire de la course à pied chez tous les patients opérés de LCA? Alors, tu t'en doutes, hein, moi je vais te dire que tous les patients doivent courir, mais forcément j'ai un biais. Mais ceci dit, euh, en fait, bon, déjà, bien sûr, la rupture du LCA, c'est grande majorité des patients sportifs. Mm, C'est en particulier, à part le ski, qui est vraiment à part, mais sinon des sports des sports pivot contact, dans une grande partie. Donc c'est des participants qui déjà en fait courent. Bien sûr, ils courent derrière la balle ou etc. C'est pas des coureurs à pied, on va dire, mais pour l'activité, ils ont besoin de la course. Donc l'intérêt de la course, c'est que déjà, c'est une activité motrice de base. Tous nos patients vont réapprendre à marcher. Eh bien, globalement, tous nos patients, à un moment donné, vont réapprendre à courir. Et il faut passer par là si on veut aller après travailler les accélérations, les changements de direction, etc. Bah, faut déjà globalement savoir courir. Ensuite, on a un intérêt énorme de la course à pied qui est la capacité à venir charger un genou mm, de manière répétée sur un très court terme. mm, C'est-à-dire que la course, si on fait juste 1 minute de course, bah, on a déjà globalement 80 impacts. mm, Et ça, on peut faire de la pliométrie, mais on n'aura jamais le même ratio mm, d'impact sur du temps. Donc c'est ça l'intérêt aussi de la course, c'est qu'on peut voilà venir mettre des contraintes répétées, cycliques, et ça pour renforcer la tolérance du genou qui est quand même très diminuée après une rupture du LCA, et bien c'est un vrai intérêt. Donc voilà, globalement c'est ça. Et puis il faut pas oublier aussi que il y a plein de patients qui ne retournent pas au niveau sportif pré-blessure, qui n'y arrivent pas ou qui changent de sport et ils peuvent venir à la course à pied en fait pour le bénéfice sur la santé, etc. Donc voilà, ça c'est un peu toutes ces raisons. Donc oui, globalement, tous mes patients ils courent et ça veut pas dire que j'en fais des coureurs. Euh, mm, c'est juste que j'utilise la course mm. comme un exercice de De rééducation, rééducation, ouais. comme j'utilise la marche également, je pense qu'il est pas assez utilisé en rééducation, mais mes patients, ils ont un programme de marche, en Mm, fait, très tôt dans leur rééducation, pour justement charger le genou de manière cyclique, faire aussi un peu un travail cardio en même temps. Euh, voilà, donc je trouve un intérêt vraiment à ça, bien sûr en complément de tout le mm. reste qu'ils vont devoir travailler, hein. Ok, top. Et justement, est-ce qu'il y a des critères? À quel moment tes patients ils passent de la marche, de ton programme de marche à bon avant c'était hop pétard, ça y est, ça fait 3 mois, eh ben vas-y, va courir. Tu nous diras comment c'était. Alors maintenant il y a Alex aussi Rambo qui a beaucoup bossé là-dessus, mais maintenant c'est voilà quels sont les critères pour toi par exemple dans ta pratique, ils ont leur programme de marche. Et à quel moment, petit à petit, tu dis, ah ben voilà, là, on est en train petit à petit de mettre de plus en plus de plio et du coup de la course à pied et on y va progressivement. C'est quoi qui te fait switcher et avec quelle progressivité tu switches du programme de marche au programme de course à pied? Eh bien, tu l'as bien résumé dans le sens où c'est un peu tout ce qu'on voit par rapport au retour au sport, etc. C'est que il n'y a pas vraiment de cut-off. C'est un continuum qui est assez logique. C'est-à-dire qu'effectivement, mon patient, il va reprendre la marche, il va marcher de plus en plus, on va voir comment son genou réagit. Et puis, quand il est capable de marcher, et là, on peut modifier beaucoup les critères, mais par exemple, un 10 minutes continu, rapide, puis ça déclenche aucune douleur. euh, Hmm, et ben là, globalement, on pourrait se dire, bah, pourquoi on n'essaye pas de trottiner, en fait? hmm, Parce que globalement, le genou, a priori, il devrait pouvoir supporter la charge. Donc, on pourrait vraiment simplifier cette reprise de course et les critères de reprise et faire quelque chose beaucoup plus dans un continuum et une progression tout à fait logique. Maintenant, la reprise de course, on y porte beaucoup d'attention et puis elle fait beaucoup de débat parce que on parle généralement pas de la même chose. C'est quoi pour toi une première séance de course?
Et si tu compares ce que toi tu vas me dire par rapport à moi ce que j'en pense ou ce que un autre kiné en pense, ou eh ben on va pas avoir la même définition. Moi je vais te dire bah c'est 3 fois 1 minute de course à allure jog, elle veut dire même 8 km/h, avec 1 minute de marche au milieu. Et puis il y en a un autre qui va me dire bah moi c'est 10 minutes de course continue. Bah forcément euh, on n'aura pas les mêmes critères ou on choisira pas la même date de reprise de course parce que la demande va pas être la même. Euh, donc voilà, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le critère temporel, il n'a pas lieu d'être, Mm. et c'est ce qu'on voit de manière de plus en plus. Hein. Il faut plus se fier à des critères de progression, et moi je dirais même à une logique de progression. Mm. Donc il y a des patients qui peuvent reprendre très tôt la course, et puis d'autres qui reprendront plus tard. Ça va dépendre aussi de la volonté du patient. Est-ce qu'il a envie de reprendre un peu plus vite parce que c'est important pour lui, ou est-ce que en fait la course, il veut bien parce que toi tu considères que c'est un exercice dans la rééducation, mais que lui vraiment il a pas envie de courir, bah, peut-être qu'on va le différer un peu. Il n'y a pas non plus voilà d'urgence absolue à vouloir reprendre la course. Et ce que nous on a mis en évidence, c'est quoi? C'est que Alex Rambaud, il a fait un super travail qui est diffusé de partout, hein, où il avait regardé justement dans tous les protocoles qui sont mis en place au niveau scientifique, quels étaient les critères. Et puis il voyait bien sûr que le critère temporel c'était le plus mis en place, et puis qu'il y avait certaines autres études qui mettaient en place d'autres critères de force, de stabilité, etc. Et ça, bah, c'est des critères qui sont des avis d'experts, mais il n'y avait rien de validé. On ne sait pas s'il fallait avoir ces critères pour reprendre la course ou pas. Et nous, ce qu'on s'est dit, bah, on va reprendre certains de ces critères et puis on va essayer de les valider. Et ce qu'on a fait, c'est un truc assez logique, c'est-à-dire qu'on a regardé déjà que le patient il puisse marcher, enfin il sache marcher sans douleur et sans boiterie visuellement. Donc déjà juste vérifier que visuellement sa marche elle est harmonieuse, qu'il n'ait pas de douleur au repos, pas de douleur après la marche. Et globalement, c'était ça nos premiers critères. Et à partir de là, bah, on a évalué la force, la stabilité, l'endurance de force, et puis aussi des questionnaires. Et puis on a fait courir nos patients. Et puis on a revu à court terme, à 15 jours après, ceux qui avaient pu enchaîner le programme de course. Donc c'était le programme de course fractionné de la clinique du coureur. Donc c'est de l'alternance marche-course qui progresse de jour en jour en fonction des symptômes. Est-ce que j'ai mal pendant, est-ce que j'ai mal après, etc. Et on a regardé bah, ceux qui avaient pu enchaîner et puis ceux qui avaient dû faire une pause ou répéter les entraînements parce que justement il y avait des douleurs. Et ce qu'on a montré, c'est que ça soit la force, la stabilité, l'endurance de force, aucun de ces critères ne permettait de prédire le succès de cette Mm. reprise de course. Mm. Le seul critère qu'on a pu mettre en évidence, c'est C'est le KDC. le questionnaire IKDC, donc qui est un score très global de fonction, et avec un score de 64 points, c'est-à-dire que si tu avais plus de 64 points, c'est un score qui va de 0 à 100, hein. 100 c'est parfait. Plus de 64 points, eh bien tu avais un peu plus de 3 fois plus de chances de faire le programme sans t'arrêter. Et Mm. c'est le seul paramètre qu'on a pu mettre en évidence. Donc ça montre bien que, à mon sens, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin en termes de critères Mm. spécifiques, mais que ça reste un continuum et il faut être assez logique. Euh, et ça, c'est voilà, pour la reprise de course, c'est ça le plus important, à mon sens. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut pas oublier que même si le patient est capable de courir éventuellement sans douleur, une Mm. chose importante, c'est qu'il a des déficits biomécaniques, même Mm. si on les voit pas. Et ça, actuellement, on sait pas les évaluer de manière clinique, c'est qu'en laboratoire. Et que même s'il court sans douleur, il faut pas oublier d'aller faire de la pliométrie, Mm. d'aller faire du renforcement et d'aller éventuellement travailler tout ce qui est réentraînement à la course, parce que c'est ça qui va pas améliorer sa douleur, mais qui va améliorer sa biomécanique de course. Et ça c'est ce qu'on a montré avec nos études aussi, c'est que même à long terme, jusqu'à 5 ans post-op au moins, eh bien, il y a encore des déficits à la course. Et le patient, bien sûr, il court sans douleur, il est Mm. content de courir, performant, etc. Mais en fait, il y a encore des déficits et ça rejoint le côté sous-charge du genou Mm. et éventuellement risque d'arthrose. C'est ça Mm. qui est intéressant. C'est énorme. Et je pense que notre rôle aussi en tant que kiné, physio, etc. J'avais eu la chance de bosser là où je travaille avec des collègues sur justement quels critères on utilise pour la reprise de la course à pied. Puis j'avais présenté ça aux chirurgiens en leur disant exactement ce qu'on disait, c'est-à-dire que c'est quoi la course à pied. Et j'avais mis un extrait de, je sais plus quel rugbyman, peut-être Colby ou un rugbyman comme ça qui slalom, qui sprint, qui fait un cut changement de direction, boum, qui réaccélère, qui refreine, qui repart, etc. Versus
mon patient qui reprenait la course à pied, alors nous c'était du 30-30, et qui vraiment il trottinait, juste il y avait un peu de plio, mais c'était juste comme de la marche un peu accélérée, quoi. Et tu vois, quand on dit reprise de la course à pied, il faudrait, je pense, en tout cas, il faut qu'on communique vis-à-vis des chirurgiens, de dire, ben, la course à pied, c'est pas Cheslin Colby qui va sprinter et faire des changements de direction avec du chaos et machin. C'est juste courir tout droit, 1 minute, 30 secondes, et vraiment quantifier cet impact répété, comme tu dis, sans chaos, tranquillement, tout seul. Et ça, c'est quand même accessible beaucoup plus tôt que ce qu'on faisait avant. Alors, comme tu disais, en fonction de la douleur et tout ça, et donc on sait maintenant que l'IKDC, c'est hyper important. Mais non, carrément, je pense qu'on a un rôle aussi de communication pour rassurer les chirurgiens, pour rassurer nos patients. Parce que quand tu as été opéré de croisé, enfin moi, c'est anecdote perso, mais j'ai été opéré en 2007. Et moi, à 3 mois, J+1 après mes 3 mois, on m'a dit, boum, c'est bon, tu peux courir. Alors que j'avais un genou qui allait pas du tout et tout ça, et c'était impossible pour moi de courir. Donc, on a fait du chemin, et je pense qu'on peut encore rassurer aussi bien nos patients que les chirurgiens, que les médecins du sport sur c'est quoi la reprise de la course à pied, et comment on l'amène du mieux possible. Euh, Vas-y Benoît, tu veux Ouais, rebondir là-dessus? oui. Vas-y. Non, c'est ça exactement. C'est-à-dire que parler de course à pied, bah oui, mais en fait, comme tu dis, il faut qu'on arrive à définir comment toi, tu vois la reprise de la course. Et quand on dit à nos patients, bah oui, globalement, autour des 3 mois, tu devrais avoir repris la course à pied, euh, bah bien leur dire que oui, c'est une reprise progressive aussi. Parce que des fois, ils s'imaginent que bah, à 3 mois, donc ça veut dire qu'à 3 mois et 15 jours, je fais mon semi-marathon. Et non, pas ça. Et puis, euh, c'est vrai, définir les critères plus que le délai temporel. C'est-à-dire ce que Mm, nous, on va vérifier, c'est comment le genou réagit pendant la course, comment il réagit après. Et c'est ça qui est important. Il y a des patients qui ont des genoux qui réagissent très bien à ce type de mm, contraintes mm, très tôt, et puis d'autres, effectivement, un peu comme toi, où ça prend plus de temps. Et en soi, mm. c'est pas grave, parce qu'on va travailler d'autres choses qui seront très importantes également, mais la reprise de course, elle pourrait être plus ou moins tôt. Plus étalé. Mm. Et pour les professionnels de santé, en particulier les chirurgiens, oui, ils peuvent avoir très peur si on leur dit, bah moi, mon patient, là, à 6 semaines, je lui ai refait reprendre la course. Mm. Et là, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi. Bah alors, déjà, on sait que même en reprenant assez fort la course, il n'y a pas de risque de laxité du greffon, Mm. parce que c'est un sport où finalement, du jog à 10 km/h, les contraintes, elles sont très faibles, donc il n'y a pas de risque là-dessus. Et après, quand on leur explique, bah, comme tu as dit, hein, bah oui, mais Mm. non, c'est du 30-30 sur tapis, à allure de jog. Bon, bah là, les contraintes, elles sont vraiment pas fortes. Donc voilà. Et en plus, je vérifie que le genou réagit pas, etc. Mm. Donc Mm. voilà, c'est ça. Faut vraiment définir qu'est-ce que j'entends par reprise de course, comment je progresse mon programme, parce que si je progresse très vite ou très doucement, bah c'est pareil, hein, les patients ils réagiront différemment. Et comment justement je base ma progression? Est-ce que c'est un programme Mm. figé, ou est-ce que bah non, si mon patient un jour il réagit, bah il prend un jour de repos et puis il recommence la séance et puis on voit Mm. comment ça se Qu'est-ce qu'il passe. donne? Mm. Et là, voilà, après effectivement, les chirurgiens généralement ils comprennent notre logique et ils voient que c'est structuré, que c'est tout à fait raisonnable, et dans ce cas, il y a plus de problème. Il faut bien sûr que le patient, parce que généralement il le fait aussi un peu en autonomie, bah, qu'il soit bien Fasse pas conscient de n'importe ces quoi. problématiques-là. Mais c'est pareil pour le renfort, c'est Mm. pareil pour la reprise Mm. de saut. Pourquoi on aurait peur de la reprise de course? C'est pas que le patient il aille faire de la plio tout seul dans son coin. Voilà, c'est ce genre de choses, quoi. Donc oui, il y a de l'éducation à faire. Euh, et je pense que le point aussi important, on a déjà parlé, c'est ça de pas trop intellectualiser et complexifier cette reprise de course qui finalement est un continuum et quelque chose d'assez logique. Euh, voilà, il faut pas non plus trop vouloir mettre des critères dans tous les sens, des chiffres partout, qui risquent juste d'être contre-productifs en fait. Mm. Et alors, question pratique, et est-ce que sur un patient avec, par exemple, 2 sutures méniscales sur les 2 ménisques, est-ce que tu vas malgré tout être plus protecteur? Parce que toi-même, tu te dis, ouais, quand même, machin, il y a les sutures, on va pas les faire péter, tout ça. Ou est-ce que tu vas, entre guillemets, le traiter comme un simple, entre guillemets aussi, LCA?
et tu vas dire, ben voilà, IKDC il est bon, il a rempli les critères, le genou est pas réactif, tout ça, on y va progressivement et ça va passer. Ou est-ce que de toi-même, tu vas avoir tendance à te freiner et à te dire, bon, au niveau temporel, quand même, je vais attendre un peu. Pour moi, il y a pas vraiment de limitation par rapport à ça, sachant que des patients qui reprennent la course, on va dire, à 6 semaines, c'est quand même déjà très rare qu'ils soient capables. Euh, mais globalement, j'ai pas de limitation par rapport à ça. La limitation, ça va être la douleur, la réaction du genou, et je me fie globalement à ces paramètres-là. Et, euh, et les patients, même qui ont des sutures, ça peut changer éventuellement le protocole, plus de remise en charge au tout début, mais rapidement ensuite, on évolue logiquement et vraiment en fonction des critères plus de réaction du genou. Pour moi, c'est ça le point clé en fait. Ouais, ton genou, il va peut-être réagir plus avec les sutures, du coup, forcément, ça va te faire reporter plus tard la course à pied. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que à la marche, si j'augmente le programme de marche, donc moi je fais de la marche lente, rapide, en montée, en descente, tu vois, voilà, je fais plein de variations de marche et déjà là, je teste bien comment mon genou il réagit. Et puis je commence le début de plio, alors vraiment mini plio, mais c'est course un peu sur place, ce genre de choses. Bah, en fait, c'est déjà je pourrais même appeler ça un début de course, mais tu vois, avec des contraintes extrêmement faibles et donc à chaque fois, on passe une étape très petite et on vérifie que le genou il réagit bien. Et donc, quand je les remets à la course, c'est très rare que mes patients aient un genou d'un coup qui Mm. réagit. Ça aurait C'est fait parce avant. que Mm. ils ont déjà fait à peu près la même chose avant. Il y a pas Mm. de gap très important. Donc voilà, j'ai généralement peu de surprises. Et après, c'est plus quand on va progresser un peu plus vite à certains moments où là, bah, forcément, on se met un petit peu des fois à risque et puis on voit comment ça évolue. Mm. Top. Et Benoît, alors depuis 2019, tu es de retour en France. Tu travailles dans un cabinet de kiné au CANU à Lyon. Tu es aussi chercheur associé au LIBM. Tu travailles aussi dans la clinique de la sauvegarde et tu es formateur pour la clinique du coureur. Qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce qui te plaît dans cette, on va dire, pluriactivité? Alors, ce que ça m'apporte, c'est une complexité d'agenda. C'est ça, c'est clair. Euh, mais ça, c'est le petit point pour l'anecdote. Non, ce que ça apporte réellement, c'est de la stimulation. C'est-à-dire que euh, j'ai une partie clinique, donc je vois des patients. Mm, Bien sûr, j'en vois peu. C'est hyper spécialisé, membre mm, inférieur, course à pied, LCA. Voilà, donc c'est très très spécialisé, mais voilà, je passe peu de temps en clinique, mais j'ai toujours cet accès aux patients et donc je suis confronté aux mêmes problématiques que tous les kinés. Ça, mm, pour moi, c'était hyper important d'avoir toujours le lien avec la clinique, les patients, euh, pour rester vraiment en contact avec eux. mm, Euh, donc ça, c'est hyper important. Et les autres parties, bah, ça, c'est hyper stimulant parce que j'ai le côté travail de recherche, donc mm, avec le laboratoire de recherche, la clinique de la sauvegarde, où là, c'est de la recherche clinique. Donc on essaie vraiment de tester les protocoles de rééducation, les protocoles de parcours de soins, vraiment des choses avec des implications directes en clinique. Donc ça, mm, c'est génial. Euh, parce que ça influence directement ma pratique. Et je travaille avec des chirurgiens orthopédiques, des médecins du sport, des kinés du sport, donc aussi toute cette émulation liée à des rencontres avec des cliniciens qui sont hyper performants et voilà et qui se questionnent beaucoup. mm. Donc ça c'est génial. Et puis la formation en la clinique du coureur et puis je donne aussi des cours bien sûr sur le ligament croisé antérieur. Et là c'est la confrontation avec d'autres cliniciens qui viennent bah, chercher des connaissances, qui viennent chercher des techniques, enfin voilà, techniques de kiné. Et là, c'est bah, aussi du questionnement, des retours d'expérience, des choses comme ça. Donc voilà, donc c'est ce mix de trois activités cliniques, recherche et enseignement, bah, c'est hyper complémentaire. C'est ce qui moi me stimule pour toujours aller bah, se remettre en question, jamais rester sur ses positions, toujours essayer d'évoluer. Donc voilà, donc c'est très prenant et en même temps vraiment hyper stimulant et j'adore ça. Là pour l'instant, je me fais vraiment plaisir. Mm, mm. Ah, top, top. Et Benoît, est-ce que tu peux nous dire
Est-ce que tu as des mentors ou des gens qui t'ont marqué dans ton parcours? Alors oui, clairement, il y a deux personnes à qui je pense là à Québec. Donc quand je suis parti faire mon postdoc, Mm, la fin de ma thèse, j'avais pas spécialement d'opportunités. En France, c'était quand même vraiment le début de la recherche, et en particulier en musculo-squelettique. Donc voilà, le fait que j'ai mon doctorat, ça a changé globalement pas grand-chose à mon CV en France. Mais quand je suis arrivé là-bas, il y a la recherche est beaucoup plus développée là-bas en kiné. Donc là, j'ai mon directeur de thèse, enfin de postdoc plutôt, euh, Jean-Sébastien Roy, qui vraiment m'a permis de découvrir ce que c'était la recherche de manière plus évoluée, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de mener au Canada. Donc ça, c'était vraiment génial, parce que lui, c'est un chercheur extrêmement pointu. Et puis j'ai eu aussi la possibilité eh bien de rencontrer Blaise Dubois de la mm, clinique du coureur. Et là, c'est vraiment l'esprit nord-américain de tu viens me voir, euh, je te connais pas, je sais pas trop qui tu es, mais ça m'intéresse ce que tu me dis et je te laisse l'opportunité de faire quelque chose et puis on voit après si ça marche. Et là, j'ai pu, moi, faire des conférences sur le LCA et la course à pied à l'époque, dans un des cours de la clinique du coureur. mm. Et ça, voilà, il m'a laissé cette opportunité comme ça, alors que, bah, voilà, il ne connaissait pas et puis que mes travaux de recherche étaient bien pour moi, mais à l'international, c'était pas non plus révolutionnaire. Et ça, bah voilà, ça c'est vraiment le côté nord-américain que j'ai vraiment apprécié, c'était génial et ça a débouché sur le fait de bah voilà de vouloir en faire plus et puis de s'améliorer puis toute la suite. Donc voilà, ça c'est vraiment les personnes auxquelles je pense. Je pense aussi David Dejour à Lyon, Alexandre Germain, ça c'est un chirurgien, un kiné qui m'ont aidé aussi à mettre en place ma pratique recherche privée en France. Et grâce à eux, on y est arrivé avec cet ensemble. Donc ça, c'est des personnes qui ont vraiment cru en cette idée de d'intégrer de la recherche à la pratique clinique et de le mettre en place. Donc ça, c'est des personnes vraiment clés dans mon parcours, carrément, quoi. Mm. Top. Et en termes de livres, est-ce qu'il y a des livres qui t'ont marqué, qui t'intéressent encore de replonger dedans? Alors c'est marrant comme question parce que c'est vrai que bah, forcément, je lis énormément d'articles Mm, scientifiques. mm, Mais ce qui est des livres, au niveau, on va dire, kiné, j'en lis très peu. Je réserve ça à mon temps libre et donc là, je vais explorer d'autres domaines qui ont rien à voir avec la kiné. Mais un livre là, en l'occurrence, que je suis en train de lire, c'est Exercised. mm, C'est Daniel Lieberman. Et c'est l'idée de... donc Daniel Lieberman, c'est un chercheur en évolution, euh, biologie de l'évolution humaine, donc qui est chercheur à Harvard. Et quelqu'un d'extrêmement intéressant. Et en fait, là, il se pose la question de pourquoi on fait de l'exercice, nous, aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose de planifié, structuré, avec des objectifs, etc. Alors que si on regarde au niveau évolution humaine, on n'a jamais évolué pour faire ça. Et, et voilà, il remet en perspective un peu cette notion d'exercice. Lui, il est très pour l'exercice parce qu'il veut qu'on fasse de l'activité physique, etc. Mais il se questionne juste sur, bah, en fait, pourquoi on fait ça? Pourquoi on s'oblige à faire de l'exercice alors que si on regarde l'évolution, bah non. Si on regarde les mm, chasseurs-cueilleurs, ils faisaient pas d'exercice. Ils mm. allaient chasser pour manger, mais sinon ils passaient leur temps à se reposer. Donc voilà, donc c'est hyper intéressant. Et ça permet de prendre un peu de recul par rapport à voilà, être tout le temps dans les articles scientifiques et les nouveautés, etc. Donc voilà, ça c'est un livre qui en ce moment me plaît beaucoup. Ouais. Ah, top, top. Et Benoît, alors si on veut te joindre, est-ce qu'il y a un réseau social que tu utilises plus qu'un autre où on peut te joindre facilement ou comment on fait? Et bien sûr LinkedIn. Globalement, je suis là-dessus. Je suis pas sur Instagram. Globalement, je suis pas trop réseaux sociaux. Donc j'essaye de me tenir à LinkedIn. Et sans problème, par contre, je réponds aux messages en privé s'il y a besoin. Ça avec plaisir. Ouais. Top, parfait. Benoît, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Très Avec- agréable cette discussion. Parfait. À très bientôt. À bientôt. Salut. Salut.